Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Avant de vous présenter les trois comparses avec qui je vais faire ce webinaire, je vais vous donner quelques petits mots d'explication par rapport à la plateforme Livestorm que vous avez. Donc, vous avez tout d'abord un chat qui vous permet de partager vos réactions, d'échanger entre vous, de nous dire aussi un petit bonjour. Également, vous avez la possibilité de poser des questions via l'interface des questions et on essaiera du mieux que l'on peut de pouvoir y apporter une réponse. Alors, soit mes collègues qui sont derrière le chat pourront le faire, soit les invités ici en plateau pourront le faire. Et si jamais ça demande plus de réponses et plus de détails, éventuellement, vous aurez la possibilité de rencontrer les experts, vous aurez leurs coordonnées à la fin du webinaire. Alors, si vous avez un souci technique, la première chose à faire, c'est d'essayer soit de changer de navigateur, soit de rafraîchir la page. Ça fonctionne dans beaucoup de cas. Et si jamais vous avez une petite bouée qui est en bas à gauche, aide, qui vous permet éventuellement d'avoir quelques instructions pour pouvoir redémarrer la session et essayer de solutionner le problème. Et si jamais, n'hésitez pas aussi à nous partager vos difficultés via le chat. En tout cas, si ça fonctionne, on essaiera d'y répondre. Donc voilà pour le planté de décor. Alors aussi pour vous rappeler qu'après le webinaire, vous allez recevoir un email avec les slides qui sont présentés, les coordonnées de nos différents orateurs et intervenants. Également, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire ou certaines parties, le partager avec des collègues ou des amis. Et également, on vous demandera aussi de répondre à un petit questionnaire de satisfaction pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Alors, sans plus attendre, on va commencer. L'objectif du jour, c'est de pouvoir justement démystifier la transition numérique, de démystifier ce que c'est l'industrie 4.0, de montrer comment l'IA, et en particulier l'IA générative, peut contribuer au développement de vos entreprises, à l'évolution de vos entreprises. On va essayer de donner un maximum de cas pratiques, de cas d'usage, de cas concrets pour vous expliquer ce qui se fait déjà aujourd'hui dans les entreprises ici en Wallonie. Et donc voilà, le but c'est vraiment d'être le plus pédagogique possible et on s'y engage tous les quatre à essayer de faire ça. Et donc sans plus attendre, je vais présenter nos trois intervenants. Je vais commencer par Frédéric Peters de chez Telis. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Philippe. Alors ensuite on a Bruno Juste de chez Ionix. Bonjour. Bonjour Bruno. Et ensuite Julien Thaïs de chez Agilitic. Bonjour. Bonjour, merci déjà à tous les trois d'être présents ici avec nous. Et pour planter le décor, comme on va notamment aborder le sujet de l'IA générative, ChatGPT, mais pas que, on le fera tout à l'heure, j'ai pris deux, trois petits chiffres, deux, trois petites citations que j'ai lues dans la presse ici dernièrement. Tout d'abord, deux personnes dans la presse, à la fois Thierry Guerre de chez Google, enfin bientôt plus, Google Belgique, et Jean Rabeil, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un Belge qui travaille notamment à l'université de Berkeley et chez IMEC, qui dit que l'IA générative est une révolution qui va supplanter l'arrivée d'Internet. Donc, selon eux, ils prévoient que ce soit beaucoup plus important, plus significatif que l'arrivée d'Internet. Donc, on voit déjà ce que l'Internet a fait. Alors, on demandera votre avis, bien sûr. Et alors, toujours, selon une étude qui a été faite par Google Belgique, ils estiment que 9% du PIB belge, donc ça représente quand même 40 à 50 milliards, donc c'est vraiment des chiffres très importants, vont être générés grâce à l'IA. Goldman Sachs lui parle plutôt de 7%. Alors c'est vrai que 7% sur des milliards, ça fait beaucoup, mais enfin on voit quand même que c'est pas des demi-pourcents, c'est quand même de l'ordre d'une petite dizaine de pourcents. Et quand on regarde en France, on parle parfois de chiffres entre 10 à 15% du PIB qui vont être impactés grâce à l'IA. Et au niveau mondial, on parle d'investissement dans l'IA et dans l'IA générative de plus de 300 milliards, dont la moitié serait captée, on va dire, ou dépensée aux États-Unis. Donc voilà un peu pour planter le décor. Et donc peut-être pour lancer une première question, que pensez-vous un peu de ces affirmations, de ces chiffres, vous, avec votre point de vue je veux dire, d'entrepreneur, de spécialiste de l'IA et du numérique ici en Wallonie? Peut-être je vais commencer par Frédéric. Très clairement, je crois qu'il y a une révolution qui est en marche et que rien ne pourra arrêter. Et voilà, les révolutions, on les voit, elles arrivent de plus en plus vite. Si on parle de l'imprimerie, enfin les différentes révolutions industrielles. Et celle que l'on vit aujourd'hui, elle va à une vitesse phénoménale. Je dirais chaque 3 mois, 6 mois, il y a des choses nouvelles. Et donc, c'est pas du tout étonnant qu'on ait un impact ainsi sur la société. Est-ce que, par exemple, Julien, vous chez Agilitic, vous voyez ce genre de chiffres, cette importance? Alors, on parle si on prend 7-9% du PIB, mais dans une entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, les entreprises, soit leur chiffre d'affaires, leurs investissements, sont de cet ordre-là sur l'IA ou sur le numérique?
Il y a clairement une grosse allocation de budget recherche et développement qui se redirige vers l'IA en complément, voire en remplacement d'autres projets. Donc ça, c'est une évidence. Et c'est clair que depuis 18 mois, je pense que le phénomène de l'IA générative a eu cet impact de rendre ça palpable pour le grand public. Et donc, je pense que la principale avancée de la dernière génération, enfin des dernières technologies, c'est de prendre des technologies qui étaient somme toute déjà en bonne passe d'être établies, mais de rendre ça très très accessible par énormément de monde. Et cette interface chat qui est perçue comme révolutionnaire n'est en fait qu'une interface parmi plein d'autres, mais qui rend ça incroyablement matériel pour les utilisateurs, accessible. Et donc c'est ça qui rend tout d'un coup quelque chose donne parfois une impression de magie, alors qu'en fait derrière il y a des années et des années de développement pour construire des modèles, et la culmination, alors peut-être au grand regret de certains experts, mais la culmination c'est finalement l'interface chat qui a rendu ça accessible et plus abordable que des années de recherche et développement dans la construction des modèles qui sont sous-jacents à ça. Alors, dans les petites questions que j'ai en vrai ou faux, donc selon McKinsey, donc l'adoption de l'IA a plus que doublé depuis 2017, en passant de 20 à 40% dans les entreprises. Bon, j'ai pas tous les détails de l'étude, mais est-ce que vous, par exemple, chez Eonix, Bruno, vous retrouvez ces chiffres dans les entreprises en Wallonie, ou est-ce que vous pensez qu'on va y arriver je veux dire, dans les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, à l'heure actuelle, pas encore. Et c'est ça qu'on parle d'investissement et d'adoption. C'est pas automatique non plus. Et puis, il faut voir jusqu'à quel point on intègre de l'IA aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. C'est difficile de s'y retrouver. Et puis, on peut dire, moi, j'utilise de l'IA parce que je prépare mes posts LinkedIn avec un peu d'IA pour faire des brouillons. Ou alors, à l'autre bout du spectre, on est vraiment au cœur des process, j'intègre de l'IA. Et ça, c'est pas évident. Donc, d'une part et d'autre, on utilise de l'IA, mais c'est très différent. Et l'adoption de l'IA, on la voit encore en surface, mais pas encore vraiment en profondeur dans les process, dans le day-to-day et dans les activités, quoi. Oui, je pourrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, et c'est assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on parlait de l'interface chat, Julien nous dit, et ça rend accessible au public. En fait, il faut savoir qu'il y a également plein de boîtes à outils qui naissent. Il y a quelques années, l'IA, il fallait se lancer dans la création de modèles complexes qui étaient lourds à intégrer. Et aujourd'hui, il y a plein de technologies d'IA qui peuvent s'intégrer d'un point de vue numérique relativement facilement. Et donc ça aussi, ça va faciliter l'adoption sur le moyen terme ici, et dans l'intégration des outils. Parce que voilà, l'IA génératif, mais il y en a plein d'autres, il y a de la vision, il y a plein de thématiques. Et aujourd'hui, on peut sortir une boîte à outils et l'intégrer dans nos logiciels existants. Et ça va évidemment faciliter l'adoption. Peut-être juste, on en avait parlé en préparant. Ici, on a beaucoup utilisé pour le moment le terme IA générative. On sait qu'il y a de l'IA qui n'est pas générative, mais qui est quand même intéressant. Peut-être est-ce que vous pouvez donner 2-3 éléments, alors sans rentrer dans une définition complexe, mais pour situer peut-être plusieurs parties d'IA. Pour justement éclairer peut-être les personnes qui s'y connaissent moins et les aider à avoir un peu une carte mentale, je dirais, des différents types d'IA, et même y compris dans l'IA générative, on sait qu'il y a différents types. Si tu veux te lancer, Bruno. Oui, parce que j'ai un bon exemple en tête. Justement, au World AI Forum de Cannes, on avait vu l'IA vraiment industrielle en action, avec un séminaire sur une aciérie italienne. Et là, ils utilisaient l'IA pour la détection d'incidents dans l'usine. Et donc, c'est pas de l'IA générative parce que finalement, c'est capter des images et interpréter des potentiels risques, mais c'est vraiment utiliser de l'IA pour améliorer le traitement de ces risques-là. Et c'est le renforcement d'une technologie qui existait déjà, parce que interpréter des risques, détecter des fuites, par exemple, c'est possible depuis un certain temps. Mais là, on va beaucoup plus loin dans l'interprétation, dans les capacités de l'outil également. Dire qu'on a une aciérie où on va détecter un incident avant qu'il se produise, comme s'il y avait un opérateur humain qui surveillait en 24 heures sur 24, c'est vraiment un gros outil, et c'est pas de l'IA générative. Donc là, c'est de l'IA analyse d'image, donc type vision, pour là plutôt faire de la détection de défocalité. De la prévention, vraiment, voilà, on est dans une usine, on regarde ce qui se passe et on fait de la maintenance préventive finalement, mais sur de la vision. D'accord.
Donc ça, c'est un pan d'IA. Est-ce que vous en avez d'autres à partager avec peut-être chaque fois un exemple, comme ça permet vraiment de bien comprendre Je pense ce que c'est. qu'il y a un tronc commun dans l'IA. Le tronc commun de l'IA, c'est la prédiction. Mhm. Je veux dire, toutes les thématiques de l'IA vont être sur la prédiction. On peut prédire des valeurs, donc prédire la météo. On peut prédire des classes, la classification, quand on veut identifier des objets. Et quand on parle d'IA générative, c'est prédire du contenu, en fait. Mhm. C'est prédire le mot qui va suivre un autre mot. C'est ça, ChatGPT et les autres. Je prédis une séquence de mots. Et donc, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de secteurs. Donc, il y a le secteur de la vision, tout ce qui est traitement d'image. Il y a tout ce qui est le traitement du langage, dont font partie les large language models. Quand on parle d'un chat GPT ou d'un IA générative qui prédit du contenu, c'est aussi sa capacité à analyser le contenu pour pouvoir prédire quelle sera la meilleure réponse. Et peut-être, Julien, un autre exemple? Non, mais c'est tout. Je vais juste élaborer sur ce qui a déjà été dit, qui est tout à fait pertinent. C'est effectivement l'IA, déjà, c'est un terme qui est très orienté futuriste. Et en fait, une fois que ça fait partie du quotidien, c'est juste une fonctionnalité dans une application où ça devient faire partie de la vie. Donc l'IA, c'est souvent associé à quelque chose dans lequel on se projette. Et tu as raison dans le sens que c'est orienté prévision, et même au sens plus large, c'est juste une prise d'aide à la décision. Et donc en fait, l'IA de plus en plus pointue n'est jamais qu'une aide à la prise de décision plus assertive, plus précise, plus rapide, plus experte. Mais s'il y a des auditeurs qui réfléchissent pas tellement en termes techniques, c'est simplement quelles sont les décisions importantes que je dois prendre ou que mes départements doivent prendre au quotidien, et en quoi la technologie peut m'aider à prendre des décisions de manière moins risquée. Et entre guillemets, pour quelqu'un qui n'est pas expert, c'est à peu près tout ce qu'ils doivent savoir pour commencer, c'est quelles sont les décisions clés qu'on doit prendre dans cette organisation, partir de là et voir effectivement quel type de sous-catégorie de l'IA il y a, parce qu'effectivement, l'IA générative, c'est fabuleux comme technologie, mais l'erreur à ne pas commettre, c'est peut-être d'être all-in dans l'IA générative et d'oublier qu'en fait, il y a tout plein d'autres catégories de technologies qui sont tout à fait pertinentes. Alors, pour rebondir, parce que là, tu évoques l'aide à la prise de décision, mais il ne faut pas négliger la décision autonome. Parce que ça, on y est vraiment dans tout ce qui est robotisation, automatisation. Et ça, c'est un énorme pan également qui va rendre les machines de plus en plus autonomes, absolument, les processus autonomes. Et pour donner un exemple concret, pour que les personnes comprennent bien, moi je les appelle les webinautes, ceux qui suivent le webinaire. Je ne sais pas si c'est dans le Larousse, mais en fait, pour donner un exemple avec la décision autonome, parce que c'est vrai que ça pourrait faire peur, les machines prennent de l'autonomie et des pouvoirs, mais un exemple concret peut-être dans le monde. On peut déjà prendre simple en disant répondre de manière autonome. Donc par exemple, on va imaginer un chatbot ou un système vocal auquel on va appeler, qui va pouvoir prendre des décisions et savoir vers qui il va transférer un appel, ou bien quel type d'information il va donner en réponse. Ça, c'est déjà ça, c'est pas trop engageant. Et puis après, il y a les véhicules autonomes, il y a un tas d'applications. Et Julien, tu avais... Oui, tout à fait. Et si on regarde un peu l'évolution de l'aide à la prise de décision, c'est d'abord le descriptif, qu'est-ce qui s'est passé, c'est le dashboard, le BI, et puis ça va être peut-être du diagnostic, pourquoi ça s'est passé comme ça, et puis ça va être du prédictif, qu'est-ce qui va se passer, et puis ça va être du prescriptif, qu'est-ce que je dois faire. Et effectivement, au plus on évolue dans le niveau de maturité de prise de décision, au plus les machines peuvent aller le plus loin possible dans la prise de décision autonome, tout à fait. Et chez nous, énormément de cas d'usage sont liés de près ou de loin à justement cette gestion de l'information. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la meilleure action sur base d'une information qui vient? Donc ça peut être un scan de documents qu'il faut redispatcher, ça peut être un scan de documents qu'il faut interpréter, un email auquel il faut répondre, etc. Mais donc tu as tout à fait raison, c'est jusqu'où on peut pousser l'automatisation de la prise de décision grâce aux nouvelles technologies. Mais les données disponibles et la maturité de l'organisation et la maturité de la technologie vont définir est-ce que c'est de l'artisanat, de la semi-automatisation ou de la full automatisation. Il y a des cas très variés. Et comment on choisit, pour les personnes qui nous regardent, qui sont des décideurs qui ont des responsabilités dans les entreprises, comment on choisit si on doit être sur de la full automatisation ou si justement on doit être plutôt, comme tu le disais, sur de l'artisanat? Comment on se lance dans un projet et comment on met le curseur? Qu'est-ce qui peut les aider à justement prendre une décision de ce type ou en tout cas d'aller sur ce chemin? Nous, on aime, des adages qu'on aime toujours bien suivre, c'est toujours tomber amoureux du problème et pas tomber amoureux de la solution. Donc toujours rester au contact du problème qu'on essaye de résoudre et essayer de voir
d'y aller de manière évolutive et de commencer à phaser et de se dire ok, ben voilà où est-ce qu'on veut aller et voilà nos grosses priorités stratégiques et ce qui sont vraiment les gros enjeux de notre organisation et de là de réfléchir et de faire un inventaire de toutes les possibilités pour y aller. Et il est clair que et ça va être une thématique pour les prochaines années, que les coûts d'utilisation de l'IA et des services cloud vont aussi parfois piquer. Et donc là, il faut faire attention effectivement de bien cadrer ça parce que après il faut faire un éventail d'options, de se dire ok, ben j'ai une option peut-être plus standardisée par des fournisseurs standards et je vais avoir peut-être 80% de ma valeur pour 20% du budget. Et là, il y aura énormément d'opportunités pour que beaucoup d'organisations se débrouillent toutes seules et il n'y a pas de souci de faire des choses assez simples. Et après, c'est de se dire, OK, mais ce que j'essaye de construire, quels sont vraiment les enjeux et est-ce qu'il y a matière à développer de plus en plus de complexité? Et généralement, soit les compétences sont en interne et il y a déjà des avis sur la question en interne, soit effectivement, c'est important de se faire entourer et de prendre des perspectives différentes pour vraiment voir l'éventail de ce qui est possible et nous-mêmes, et je pense que tout le monde autour de cette table a ce pragmatisme aussi de se dire attention, il y a des enjeux qui nécessitent effectivement d'aller dans des solutions cutting edge et il y a des enjeux qui nécessitent surtout beaucoup de pragmatisme, surtout vu l'évolution des technologies. Il y a certaines thématiques sur lesquelles nous on dit vous savez quoi, attendez 6 mois. Attendez 6 mois. Je peux vous construire une grosse Bertha si vous avez envie, mais pour le même prix, dans 6 mois, il y a des solutions qui vont être disponibles dans votre environnement existant. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Et pour terminer sur cet aperçu, les grandes questions que les organisations doivent se poser aussi, outre les priorités stratégiques, qui, je l'espère, sont déjà sur le radar des dirigeants d'entreprise, sinon c'est pas un problème technologique, soyons clairs. C'est en fait qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ces technologies? Est-ce qu'on souhaite avoir un gain rapide, ce qu'on appelle un quick win? Est-ce qu'on essaie juste d'améliorer l'existant, mais fondamentalement de faire un peu mieux les choses, avoir des process qui sont un peu plus rapides, ou alors est-ce qu'on veut vraiment créer quelque chose de différenciant? Est-ce qu'on veut vraiment avoir un avantage concurrentiel? Et là, c'est déjà deux pistes vachement différentes. La troisième piste, qui est la piste extrême, c'est la réinvention d'une organisation. C'est de se dire, mon business, dans 50 ans, il n'existe plus. Est-ce que la technologie va me permettre de pivoter, va me permettre de me réinventer? Et donc là, les 3 grandes questions fondamentales, c'est vraiment ça. C'est est-ce que je veux juste faire mieux ce que je fais d'existant? Est-ce que je veux construire quelque chose de durable en termes d'avantages concurrentiels? Ou est-ce que il faut que je me réinvente? Et puis, si on parle de prise de décision, la question c'est où est-ce qu'on met le curseur aussi dans la prise de décision automatique. Et ça peut être la prise de décision, ça peut être simplement aussi à quel moment j'avertis l'humain de quelque chose, parce que ça c'est un cas fréquent d'utilisation. Et là, il faut vraiment faire une analyse de bénéfice-risque. Je veux dire, quel est mon risque d'avoir trop de fausses alertes ou pas assez d'alertes ou trop d'autonomie justement du système. C'est des questions qui sont au cas par cas, et là, c'est les gens du métier qui le savent mieux, parce que parfois on préfère avoir entre guillemets des faux positifs lors d'une alerte parce qu'il y a une surveillance automatique, et en même temps on veut pas déclencher non plus l'envoi d'un missile automatique en full automatique. Ça c'est clair que c'est des cas extrêmes, mais c'est assez intéressant. Donc ça c'est vraiment au cas par cas, dépendant du métier, dépendant des risques, dépendant de tous ces facteurs là qu'il faut réaliser, quoi. Alors, une critique qu'on entend souvent quand des personnes utilisent ChatGPT, soit à des fins un peu personnelles, pas forcément de manière structurée dans un process, etc., c'est le problème d'une part de un peu la qualité des réponses, alors qu'ils sont certes parfois bonnes, mais qui manquent parfois de précision. Je les pose toutes les 3, et puis je vous laisserai réagir. Donc le côté sur la qualité des réponses, qui manquent parfois de précision, ou qui ne sont pas suffisamment adaptées à un contexte, par exemple. Un autre point, c'est le côté un peu affabulation, où on ne sait pas toujours d'où viennent les informations, il y a des fausses vérités ou des vraies faussetés, enfin il y a un peu de tout là-dessus. Et alors aussi la problématique de la sécurité, la protection des données, les informations que je partage avec l'outil type ChatGPT, est-ce qu'elles sortent de mon entreprise, est-ce qu'elles sont utilisées par d'autres, enfin voilà, tout ce contexte un peu plus sécuritaire, protection des données.
que répondre ou que dire à nos webinotes par rapport à ces points et surtout comment on peut les traiter. Parce que bon, parfois il y a des problèmes comme les trois que je viens d'évoquer, mais est-ce qu'il y a des solutions qui existent ou des manières différentes d'utiliser un outil comme ChatGPT ou d'autres outils pour contourner, je veux dire, ces trois grands familles de problèmes. Je vais peut-être commencer parce que sur ces trucs-là, sur la sécurité, c'est vraiment un enjeu qui me tient à cœur chez Onyx aussi. Donc, il faut savoir que les fausses réponses, pour moi, l'IA, on est au début de quelque chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a passé un seuil qui le rend très utilisable dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, mais ça continue à évoluer. Et cette histoire d'affabulation, c'est un problème très bien documenté pour les grands spécialistes de l'IA, et ils sont en train d'y travailler un peu tous les jours. Donc aujourd'hui, pour moi, dans l'IA, on est vraiment comme du temps de l'automobile, à devoir tourner la manivelle pour démarrer le moteur. On est un peu à ce stade-là, c'est-à-dire que ça va continuer à évoluer et on va continuer à compenser. Aujourd'hui, un problème que l'IA fait très mal, notamment en vision, c'est suivre un chat qui bouge. C'est ce qu'un bébé de 6 mois fait facilement. Ça, c'est difficile à cause de plein de problèmes techniques qui sont derrière, où il y a des spécialistes qui sont en train d'intervenir pour les résoudre petit à petit. Et ces histoires d'affabulation, oui, parce qu'aujourd'hui, l'IA veut toujours sortir une réponse. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a, parce que parfois, ils les inventent quand ils ne le trouvent pas. C'est à nous, aujourd'hui, à compenser un peu ça. Il y a déjà des spécialistes, il y a déjà des modèles qui essaient de contourner ça, donc pour éviter d'avoir vraiment des problèmes là-dessus. Et ça évolue. Et alors, concernant la sécurité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des grandes plateformes comme ChatGPT qui existent, qui sont pas toujours extrêmement réglo, on va dire, par rapport au RGPD, notamment par rapport à la sécurité de l'information et par rapport à l'utilisation qu'ils font de vos données. Mais il y a d'autres acteurs aussi qui existent. Il y a moyen d'avoir des modèles aussi locaux qui fonctionnent en vase clos chez vous, etc. Et ça, il faut creuser. Mais de nouveau, ça nécessite une analyse, un diagnostic. Une analyse, et puis de s'entourer de spécialistes aussi pour un accompagnement. Et peut-être juste pour éclairer justement nos webinotes sur les autres acteurs qui existent, parce qu'évidemment, quasi tout le monde connaît ChatGPT, mais quels sont quelques noms de modèles ou de sociétés qui proposent des alternatives, quelque part de grande qualité, pour faire de l'IA générative? Si on donne quelques noms comme ça de... Alors, moi, je vais citer quand même Hugging Face, qui est une communauté avec des modèles open source qui existent. Voilà, on les a rencontrés aussi, ils sont incroyables, parce que ils vont mettre à disposition aussi bien des modèles généralistes, comme vous avez ChatGPT pour faire du conversationnel, que des modèles spécialisés pour telle ou telle tâche. On en parlait tantôt. Donc, et eux, ils mettent vraiment tous les jours, et c'est de l'open source, et on sait les datasets d'entraînement, parce que ça, c'est un autre sujet de préoccupation. On sait les biais, on sait tout, parce que c'est open source. Et ça, c'est un vrai sujet, l'AI open source. Frédéric? Oui, donc pour rebondir sur tout ça, la manière dont parce qu'on parlait de la qualité du résultat fourni par les modèles, ça va être fort influencé par la manière dont on les utilise et ce qu'on attend d'eux. Donc je pense qu'il faut aussi pouvoir se remettre en fonction du contexte aujourd'hui et ne pas demander des plans sur la comète à un modèle. Donc ça veut dire, si on veut avoir des réponses de qualité, il faut pouvoir préciser le contexte dans lequel on travaille, et plus le contexte va être précis, meilleure sera la qualité de la réponse. Si on pose une question complètement ouverte, voilà, on peut avoir des réponses qui ne sont pas nécessairement adaptées. Donc ça, c'est l'importance de la pertinence, de savoir ce que l'on veut obtenir. J'aurais voulu aussi rajouter sur le cadre, parce qu'on posait la question tout à l'heure, mais tiens, comment utilise-t-on? Donc c'est vrai que le cadre légal, il n'y a pas que le métier qui influe. Il y a certaines technologies qu'on va pouvoir ou pas utiliser en fonction du domaine dans lequel on est. Si on prend par exemple le domaine médical, on va devoir prendre des précautions différentes que si on travaille simplement dans le domaine de répondre à une question ou une question technique sur un sujet. Donc, je pense que c'est chaque projet, chaque métier a ses spécificités, et donc il va falloir pouvoir, avec l'accompagnement d'experts, vraiment réfléchir aux enjeux de ce que l'on veut pouvoir obtenir dans les différents modèles. Oui, peut-être rebondir sur les deux points, la logique de qualité et la logique de sécurité. Pour la logique de qualité, effectivement, ça dépend vraiment de ce qu'on définit comme une qualité acceptable. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, nous avons travaillé sur des modèles de classification de formulaires médicaux
où là, évidemment, quand une case est cochée, on a envie d'être sûr avec une certitude sans aucun doute que c'est bien une case qui est cochée, pas une signature qui a dérapé dans la case. Parce que là, les enjeux d'un formulaire médical qui est mal classé sont bien plus graves que si c'était, j'espère que j'enfonce personne, avec un questionnaire de concours satisfaction ou un questionnaire de concours. satisfaction, un concours Coca-Cola ou des choses comme ça, où fondamentalement, c'est pas bien grave si un formulaire se perd. Désolé pour la personne dont le formulaire se perd dans le concours Coca-Cola, mais vous avez compris. Et donc, en fait, là, c'est une question de mettre le curseur sur quelle est notre définition d'une qualité acceptable. Qu'est-ce qui se passe si on se plante? Est-ce qu'on prend quand même la décision parce qu'on se dit finalement l'enjeu est pas si grave, ou est-ce qu'on se dit non, c'est des enjeux de décision financière, de décision médicale, etc., où là effectivement il faut créer toute une série de garde-fous. Et la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est qu'en fait on n'a pas attendu Generative AI pour y remédier, et ça s'appelle une méthodologie de test. Et donc en fait, ce qu'on fait avec ce genre de solution, c'est que on teste évidemment de manière assez exhaustive, extensive, toute une série de scénarios pour s'assurer que on a un pourcentage d'exactitude qui est satisfaisant pour chaque enjeu bien différent, et on a des règles d'exception qui se disent si ce cas de figure se présente là, voilà comment tu sors du flux traditionnel du modèle, et là c'est traité par un humain ou des choses comme ça. Donc là il y a toute une série de garde-fous, et là c'est plutôt une question de bonnes pratiques méthodologiques dans le développement de ces solutions qui, je l'espère, est monnaie courante dans notre profession. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais il est clair que je trouve que certains contre-exemples sont parfois poussés à l'extrême, c'est-à-dire que des gens pourraient venir me dire oui, mais regarde, ChatGPT, il hallucine quand je lui demande de formuler un processus chimique dans un truc industriel, et je répondrai à cette personne oui, mais dans un contexte industriel, ça se passerait jamais comme ça, et personne n'ira jamais sur ChatGPT. La deuxième chose par rapport à la sécurité, et je suis content qu'on y ait déjà fait allusion, c'est qu'effectivement, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est évidemment d'utiliser ChatGPT public pour commencer à faire du copier-coller de ces process industriels, de ces données confidentielles. J'espère que personne dans l'audience n'a fait ça ou ne fera ça, donc ne faites pas ça. Donc évidemment, parce que tout ce qui est mis publiquement sert à réalimenter l'intelligence globale des modèles. Donc, si une personne dans l'audience apprend ça aujourd'hui, ce sera déjà quelque chose de gagné pour aujourd'hui. Donc, c'est déjà super important. Évidemment, donc du coup, il y a des fournisseurs de services du type les grands acteurs, notamment américains, fournissent des accès payants qui sont là généralement sécurisés. Et pour les tâches bureautiques, par exemple, si vous êtes un utilisateur payant, vous pouvez refuser que ce que vous alimentez dans le modèle ne serve à entraîner le reste du modèle. C'est particulièrement important dans la partie code, développement, propriété intellectuelle. Quand on commence à développer dans ces environnements, il est super important que non seulement j'ai pas envie de payer $20 par personne pour le privilège d'utiliser vos outils, mais qu'en plus ça aide mes concurrents à se renforcer. Donc ça, c'est une possibilité, mais effectivement quelque chose qui est encore assez balbutiement et encore très très sous-estimé et sous-utilisé, c'est effectivement des acteurs qui vont publier de manière open source des modèles que vous et moi pouvons télécharger sur notre ordinateur. J'en ai même moi-même un sur mon ordinateur que je fais tourner en local, qui a la qualité d'un ChatGPT, mais qui ne quitte jamais mon ordinateur, qui ne va jamais téléphoner à la maison. C'est le fonctionnement en vase vraiment clos, en univers fermé dont Frédéric parlait tout à l'heure. Exactement, et tu as cité Hugging Face. Moi, celui qui me fait le plus sourire, c'est celui de Meta, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a probablement fait son beurre sur toute une série de publications de données acceptées ou pas par le grand public, sont probablement ceux qui sont les plus agressifs dans la mise en grand public de modèles qu'on peut télécharger, qu'on peut utiliser dans son coin. Et pourquoi ils font ça? Alors sans vouloir trop faire un cours d'économie politique, mais c'est parce que justement ils essayent de contrer certains autres gros acteurs industriels qui veulent rendre ça propriétaire. Un peu ce qu'a fait Google il y a 15 ans avec Android, en disant ok, si je lance pas un système de smartphone sur le marché
ça va devenir que des chasses gardées, que des marchés propriétaires. Donc j'ai envie d'exploser le marché et de mettre quelque chose de très compétitif à un prix plancher, à savoir gratuit. Et ça permet d'avoir une espèce de dénominateur commun, de traction vers le bas du marché qui est super intéressante. Et pour beaucoup d'organisations, j'anticipe que ce type de modèle va avoir énormément de succès parce que c'est relativement simple à mettre en place pour des questions plus ou moins bien cadrées, et ça offre des garanties de sécurité qui sont indubitables. Donc c'est même pas une question de douter de la sécurité d'un cloud Microsoft, c'est non, c'est en local, donc c'est tout aussi sécure que le reste de votre infrastructure. Et donc je pense que les modèles qu'on va pouvoir prendre et héberger de manière privée vont avoir un gros essor dans les prochaines années. Et le dernier point qu'il faut surveiller dans ces cas-là, c'est quelque chose qui devient maintenant notre quotidien, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les modèles se mettent à jour. Donc on a testé les modèles à version 3.5, c'était super, c'était fabuleux. Ça marchait bien, ok, le niveau d'hallucination est acceptable, c'est super. Version 4.0 arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met juste à jour, ou est-ce qu'effectivement il faut refaire une logique de test, il faut refaire des checks de sécurité, des nouveaux checks d'hallucination, parce que ça reste quand même des boîtes noires, pardon, ça reste des boîtes noires la façon dont certains modèles sont entraînés. Et donc en fait, il ne faut pas perdre de vue dans la planification de ce type de technologie, la maintenance, les mises à jour, parce que si on veut bénéficier de la dernière technologie et du côté pointu de l'exactitude de ces modèles, il ne faut pas sous-estimer le fait, comme on le disait tout à l'heure, que ça n'est qu'à ses balbutiements et qu'on voudra profiter de la version 2, la version 3, etc. Pour moi, par contre, alors les modèles propriétaires qu'on aurait chez soi, c'est certainement mieux protégé que les modèles publics, mais on n'en est pas pour autant à l'abri complètement de tout risque. Parce que justement, comme c'est une boîte noire, ces modèles, et qu'on ne sait pas, nous on teste en faisant un certain nombre de prompts. Donc des prompts, ce sont la manière dont on questionne le modèle, donc comment sont les demander. Si on imagine qu'on a un système qui répond à des mails automatiquement, par exemple, venant de l'extérieur, et qu'à un moment donné, certaines questions poussent le modèle dans des retranchements qu'on n'a pas testés, et ce modèle a peut-être eu accès à des données internes, même s'il est interne dans l'entreprise, il pourrait transmettre des données auxquelles on ne s'attend pas. Donc, il y a quand même une série de précautions à prendre par rapport à ça, même si le modèle est en interne. Un exemple de précaution qui peut être pris, c'est d'encapsuler les questions dans un autre prompt qui lui-même va reposer un contexte de la réponse en disant, la personne, si je prends, la personne me demande de contacter telle information ou de transmettre telle information, sachant que j'accepte que tu réponds dans tel domaine. Donc il y a moyen de créer un prompt sur le prompt de l'utilisateur pour essayer de limiter, de contraindre l'environnement. Donc voilà, je pense que ça améliore le niveau de sécurité d'avoir des modèles en interne, ça très certainement, mais c'est pas se dire, ok, mon modèle est en interne, je me tracasse de rien et j'ouvre tout. Donc ça reste. C'est une combinaison d'éléments. Oui, et la difficulté de l'IA, comme on l'a dit au début, ce sont des modèles statistiques, ce sont des modèles probabilistes qui déterminent des contextes. Et il y a cette notion de boîte noire. Et d'ailleurs, il y a tous des travaux qui se font sur ce qu'on appelle le explainable AI, donc c'est-à-dire l'IA qu'on peut interpréter et comprendre. Si par exemple, on est dans le cadre d'un domaine de poser un diagnostic médical, c'est important de savoir comment aussi l'IA va comprendre comment elle prend. Si c'est une boîte complètement noire, ça marche, mais alors on est par du test essai-erreur et on n'est pas du tout dans la notion de pouvoir décrire suffisamment ce qui va se passer. Il y a un tas de processus et d'applications où c'est extrêmement important de pouvoir comprendre ce que la machine fait. Tout à fait, et d'où l'importance vraiment d'avoir une bonne discipline de test et de stress tester des bots qu'on voudrait déployer en entreprise, parce qu'effectivement, ce n'est jamais la panacée, et effectivement, un modèle n'a pas d'opinion, il a des données d'entraînement, et donc ce n'est qu'en ayant une discipline de test qu'on va pouvoir effectivement essayer d'identifier. J'ai une connaissance qui travaille dans une grande organisation, et ils avaient fait tout un événement autour du fait qu'ils lançaient leur chatbot en interne. Et donc, ils étaient super contents, et donc c'était incroyable, fabuleux. Et je disais sur le ton de la boutade, demande-lui tout de suite combien gagne ton collègue. Et on va voir le premier test, tu vois, voir effectivement il y a fort à parier que c'est le genre de choses qui ont été très très vite identifiées comme cas d'usage, mais il y a des questions, et c'est pas aussi simpliste que ça, bien sûr, mais il y a des questions qu'il faut évidemment tester, retester. Et ça, peu importe la sophistication d'un modèle, la diligence humaine, selon moi, là c'est une question d'opinion individuelle, mais j'ai du mal à accepter qu'on accuse un modèle de faire une erreur. Si un modèle fait une erreur, c'est qu'il y a des humains qui l'ont mal configuré. Voilà.
Et donc, il y a aussi différents axes technologiques. Je pense qu'on n'a pas encore évoqué la notion de combiner différents modèles. Là, on parle d'un gros modèle et on a l'impression que ce modèle va faire tout. En réalité, il est très souvent plus efficace à la fois en termes de coût, de performance, mais également peut-être de résultats, de pouvoir segmenter la problématique. Donc, travailler par étapes, quoi. Travailler par étapes avec des modèles plus petits qui vont être spécialisés sur un certain domaine, sur une tâche. Et entre eux, on va mettre une colle. Et sur cette colle, on peut avoir le contrôle parce qu'on peut rentrer alors dans des techniques plus classiques de programmation dans lesquelles on va arbitrer. On peut avoir des machines à état, des flux. Si on revient un peu en arrière dans les chats précédents, donc avant l'arrivée de ChatGPT dans lesquels on pose un peu n'importe quoi comme question, il y avait ce qu'on appelle les chatbots qui fonctionnaient par flux conversationnel. C'est-à-dire que là, en fait, le chatbot était plutôt simplement un système de reconnaissance de la voix qui va être capable de transcrire ce que je parle en une phrase et puis de détecter une intention dans la phrase. Et en fonction des intentions, on avait un arbre décisionnel dans lequel on se balade. Et là, l'humain garde un contrôle. Donc, on peut avoir ces combinaisons technologiques parce qu'il y a des domaines critiques où on ne veut pas aller vers une mauvaise décision. Et donc, on peut garder le contrôle. Donc, ce n'est pas qu'on arrive non plus dans quelque chose de complètement incontrôlable. Et donc, je pense que vraiment, à chaque problématique, son analyse et ses questions, mais je pense que cette segmentation des tâches reste un élément important et qui simplifie aussi le problème et l'intégration dans les outils. En termes de sécurité, il y a aussi le fait que si vous exposez une IA quelque part sur votre site web en disant, voilà, ça fait un chatbot, la question c'est à quelles données elle a accès aussi. C'est juste sa base, entre guillemets, conversationnelle ou sa FAQ là-dessus. Mais elle peut potentiellement exposer des failles de sécurité. Donc là, c'est du hacking qu'on voit pas encore de trop aujourd'hui, mais demain on va en voir, c'est-à-dire des gens qui exposent un modèle sur Internet en disant voilà, c'est pour gérer ma FAQ, c'est pour gérer finalement mon interface client. La question, c'est comment on peut la hacker pour quelle faille de sécurité ça expose aussi dans ce cas-là. Et là, il faut être prudent et de nouveau pas exposer les salaires comme tu dis forcément sur le chatbot du site web. C'est un nouveau métier sans doute qui va apparaître, c'est la sécurité pour l'AI et la façon dont on peut éviter un hacking. Parce que là, les conséquences pourraient être assez graves, soit par extraction de données confidentielles, soit pour injecter au contraire un biais dans le modèle. Et ça, c'est encore pire, parce que pour la détection de ces choses-là, ça va être compliqué aussi. Parce que si on est dans des modèles auto-apprenants, par exemple, qui ça est encore assez balbutiement aussi, en déploiement du coup, parce que c'est très coûteux. Mais de nouveau, si on commence à injecter des faux raisonnements dans le modèle, c'est très dramatique. Donc c'est une surface d'attaque finalement comme quand on met un site web, comme quand on met son ERP sur Internet. Il faut être prudent à ce niveau-là aussi. Alors peut-être pour conclure sur le point où je faisais part des grandes critiques, si je résume peut-être sans être complètement exhaustif de ce que vous avez dit, sur le côté exactitude, sécurité des données, affabulation, si j'entends bien, il faut déjà sur le côté exactitude se déterminer de quoi on a besoin, quel est le niveau de précision, comment c'était fait et l'importance quelque part du niveau de précision sur le questionnaire médical, de pouvoir bien quelque part le définir en interne et peut-être en discutant avec des experts, de pouvoir aussi être conscient de la problématique de la sécurité au sens large, donc qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de l'entreprise, et donc quand on utilise ce modèle, est-ce qu'on va plutôt utiliser une solution en vase clos parce qu'on a besoin de garder tout en interne, avec soit en utilisant des solutions différentes de ChatGPT, plusieurs noms ont été évoqués, je vois que Denis a partagé par exemple Mistral, donc dont on en parlait sans le citer juste avant, de pouvoir aussi faire attention peut-être à la paramétrisation. Denis de nouveau partageait, je vois un lien sur OpenAI où il y avait, en tout cas, il détaillait un ensemble de points qui viennent du site internet où on peut aussi quand même travailler la sécurité, la data privacy, y compris sur OpenAI. Il y a aussi la question de peut-être des bonnes pratiques ou des éléments qui vont permettre d'assurer justement soit cette sécurité ou soit limiter le risque d'affabulation, de fausses réponses, comme Frédéric le disait, en compartimentant, en essayant de découper en petits morceaux pour avoir une meilleure maîtrise et pas avoir une longue chaîne avec une entrée et à la fin une sortie. Et en fait, entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément une espèce de traçabilité ou un suivi. Les pratiques d'audit, comme tu l'as dit, peut-être essayer parfois de poser des questions et surtout de le faire en continu, puisque à la fois nos pratiques
avec ces outils évoluent, mais ces outils aussi évoluent, et donc de pouvoir être conscient que on ne le fait pas une fois pour toutes, un peu comme avec n'importe quel système au final. Et alors aussi de faire attention, voilà, de peut-être dès le début se dire tiens, comment on va bien protéger nos données, quelles sont quelque part, ben voilà, si on a un chatbot qui est ouvert sur l'extérieur, potentiellement n'importe qui peut utiliser ce chatbot. Est-ce qu'il va pas être détourné, piraté, hacké à des fins qu'on n'a pas prévues? Enfin voilà, essayer de prévoir ce genre de cas de figure dès le début pour renforcer la sécurité générale de ces outils IA. J'ai essayé de résumer ce qui était dit. Enfin voilà, donc c'était pour dire aussi, voilà, effectivement il y a des problèmes, il y a des risques, mais c'est des risques qui sont inhérents à tout outil. Hein. On peut aussi mal utiliser une foreuse ou un marteau, mais c'est comment on les utilise mieux, comment on cadre ça, voilà, comme les problématiques de sécurité, on met un casque, on met des chaussures de sécurité, et ça permet de limiter les risques. Évidemment, c'est un peu plus, enfin voilà, il y a plus d'expérience peut-être sur ce genre de risque, mais ici, voilà, on voit qu'il y a des solutions. Évidemment, ça passe par de la réflexion, de l'identification de ce qu'on veut, et peut-être de la paramétrisation, ou en tout cas le choix des bons modèles et des bonnes solutions technologiques, de nouveau en regard des enjeux de l'entreprise. Peut-être qu'un chat GPT peut très bien fonctionner pour écrire quelques posts LinkedIn, mais ne fonctionnera peut-être pas bien pour analyser un rapport de gestion avec des données très internes ou des données très sensibles comme un formulaire médical, par exemple. Et alors, justement, par rapport aux aspects de sécurité, des contraintes réglementaires dont on évoquait, en disant peut-être que parfois il y a des grosses contraintes et des fois peu. On a une question de Jérôme Mandin, merci pour la question. Et donc, il demande, avez-vous des exemples concrets de modèles d'IA dans le domaine des biotechnologies et des dispositifs médicaux, donc medical device, tenant compte des contraintes réglementaires US et de l'Europe? Est-ce que là, comme ça, un peu à chaud, parce que la question n'est pas forcément simple, mais elle est très, très intéressante. Je vais peut-être te donner des exemples. En fait, ça peut être assez terre à terre, mais donc il y a plusieurs applications. Et donc, ce qui est important quand on réfléchit au domaine médical, mais ça peut être n'importe quel autre domaine, c'est OK, mais quelles sont les priorités d'une organisation? Et donc, ça peut être des débouchés d'un point de vue commercial, des applications commerciales pour faciliter la commercialisation d'un produit biomédical. Ça peut être des considérations opérationnelles où on travaille sur l'optimisation d'une chaîne de production en médical. Les thématiques financières, je veux dire, c'est peut-être moins présent en biomédical, parce que soit c'est du gros pharma et la finance n'est pas un problème, soit c'est plutôt une logique de levée de fonds en termes biotech. Donc là, j'ai pas beaucoup de références. Et en termes ressources humaines, c'est généralement en termes de chaîne de production, allocation des shifts ou workforce management. Et donc en fait, les finalités sont assez similaires à d'autres types d'industries. Et nous, on a l'expérience principalement à la partie commercialisation et la partie chaîne de production. Maintenant, la partie régulation est assez intéressante dans le sens où ce qu'on appelle des contraintes. Et les contraintes, c'est quelque chose que les modèles optimisent très bien. Et donc, en gros, quand il y a des contraintes régulatoires ou des contraintes physiques, logistiques ou financières, c'est typiquement des choses qu'il est utile d'intégrer dans les modèles pour essayer de maximiser l'efficacité d'un processus tout en tenant compte de contraintes. Et donc, en fonction des régulations ici propres à la biotech, mais je n'ai pas spécialement nécessaire de détailler aujourd'hui, parce qu'il est important, c'est d'inventoriser ces contraintes, toutes les contraintes, et de voir effectivement est-ce qu'il y a moyen de faire des optimisations sous ces contraintes. Et là, il y a moyen de débloquer pas mal de poches de valeur. Et je pense, comme le disait Frédéric aussi, sur la question d'intégrer un modèle AI dans un process réglementé, medical device, etc. C'est aussi la question comment on l'entoure. Avec l'encapsulation dont il parlait, c'est vrai que je l'ai pas dit dans la conclusion. Sur l'encapsulation, parce que finalement, on dit sur quoi il va intervenir. Alors, on suppose qu'il va pas intervenir sur toute la chaîne non plus de création du médicament, donc il va peut-être intervenir sur une partie ou l'autre. Donc est-ce que mon process je vais le certifier, et puis comment je vais l'entourer aussi? Est-ce que je mets des garde-fous autour de ça pour détecter des anomalies qui pourraient sortir? Est-ce qu'il y a quand même une vérification humaine, etc. Donc un modèle en tant que tel qui fait tout le biotech, aujourd'hui, il n'y en a pas spécialement.
Donc, mais intégrer, je pense, de l'AI dans un processus medical device certifié, avoir le process là-dessus, ça, c'est beaucoup sur quoi on intervient et et comment on l'entoure pour toutes les contraintes dont on parle ici. Et de nouveau, pardon, avant de te laisser rebondir, ne jamais perdre de vue le problème qu'on veut résoudre. Et donc, imaginons que c'est une problématique de chaîne de production. Deux chaînes de production vont pas avoir le même problème. Certains vont avoir une chaîne de production, ça va être une question de waste. Certains, ça va être une chaîne de production, donc des déchets dans la chaîne. Certains, ça va être une question de fiabilité de l'équipement. D'autres, ça va être de l'absentéisme du personnel sur la même chaîne de production. Donc, en fait, oui, en fonction peut-être le cadre, comment dire, même si on est dans l'environnement biotechnologique, il est peut-être un peu différent en fonction du cas de figure. Ouais. Et donc, dans le doute, jamais oublier pourquoi on est là. C'est un peu un de nos adages aussi, c'est OK, mais on est là. Dans une chaîne de production, on peut faire beaucoup de choses, mais le vrai enjeu, c'est quoi? Et de là, on peut effectivement se spécialiser un peu plus sur vraiment ce qu'on sait optimiser. Désolé. Ce que je voulais dire, c'est que le cadre régulateur, parce que l'origine de la question était peut-être plutôt par un aspect juridique, ou en tout cas sur la manière dont mais il demandait donc quels sont les exemples concrets de modèles d'IA dans le domaine, mais qui tient compte des contraintes, bon, sans les citer. Je pense qu'il n'y aura pas directement un modèle qui va directement dire, on pourra dire ce modèle-là. De nouveau, pour cette question d'explainable, enfin, expliquer comment le fonctionnement. Et donc, ce que je proposais tout à l'heure, dans la segmentation de la fonctionnalité, on peut encapsuler tout ça par des algorithmes que on peut expliquer, puisque c'est des algorithmes formalisés. Et donc, on peut arriver à répondre à certains enjeux comme ça par rapport à des régulations. Ou bien quand on a besoin de données très très précises. J'ai un exemple qui a été réalisé à un moment donné. Donc on a un client qui travaille sur des modèles mathématiques très très longs, enfin très très lourds. Et donc il avait vraiment la formalisation complètement de tout son processus industriel, mais par contre le nombre d'itérations qu'on pouvait calculer par seconde, donc le nombre de données, était vraiment trop lent. Et donc là on a utilisé une approche hybride, c'est-à-dire que d'une part on a des modèles d'IA qui permettaient de prédire les prochaines valeurs sur base des valeurs précédentes, qu'on recorrigeait de manière régulière par une itération qui tournait en parallèle du modèle précis. Et donc là, c'est un exemple vraiment intéressant dans le sens où on peut augmenter la fréquence de mesure de nos capteurs en venant prédire des valeurs intermédiaires que l'on recale de temps en temps par un algorithme qui lui est fiable et qui va remettre l'église au milieu du village, si on peut dire. Et donc voilà, ça c'est donc il y a une combinaison de voilà, je pense que la combinaison technologique apporte vraiment des réponses à beaucoup de cas de figure. Bruno, tu voulais réagir sur ce que Frédéric vient de dire ou j'ai mal compris? Non, c'était intéressant justement. Oui, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire, voilà, c'est la question sur quel point du process on intervient, plus que de dire j'ai une IA qui va gérer tout mon process. Et là, c'est aussi des questions de protocole de test, d'autonomie, voilà, toutes ces questions-là, c'est à se poser parce qu'on va pas confier la création d'un médicament à une IA du jour au lendemain. Mais on va avoir sans doute des questions précises sur mon process où je vais faire intervenir de l'IA pour m'aider, quoi. On a même des algorithmes d'IA qui se complètent eux-mêmes, c'est-à-dire des algorithmes qui vont d'une part proposer des valeurs, si on parle de l'exemple des molécules, parce qu'il y a des projets qui se font par rapport à la création de nouveaux médicaments et ce genre de choses, et on gagne du temps. Alors, c'est pas directement l'IA qui en un coup va dire, voilà, ça c'est la formule du médicament, mais on peut avoir des IA qui vont proposer plein de variantes, et puis un autre algorithme derrière, de nouveau, qui va cadrer en disant, ça c'est bon ou pas, je l'élimine. Et donc, il y a des systèmes comme ça. On a, nous, un projet de recherche dans le domaine de la vision, sur lequel, justement, on utilise des algorithmes qui vont, en fait, s'auto-valider et qui vont fonctionner en binôme pour arriver à obtenir des résultats de performance, par exemple, ou de même meilleure précision, avec un modèle souvent qui est plus lent, qui lui va être le garde-fou, et un modèle qui est plus rapide, qui va être celui qui va s'adapter en fonction des situations. Et donc voilà, donc il y a vraiment mais je pense que là, c'est l'imagination, c'est chaque projet qui doit être analysé dans le détail et en fonction des objectifs qu'on souhaite atteindre. Alors, pour maintenant passer à une autre partie de ce webinaire. Donc là, on a beaucoup fait le tour de la question de l'IA générative, de certains risques, de certaines opportunités, de manière quelque part de pouvoir gérer un peu ces risques et ces difficultés. Maintenant, si on rentre plus dans le concret, sur le côté plus industriel, donc avec une activité de transformation et sur les use cases, peut-être on peut commencer par
toi, Bruno, de nous présenter le case que tu as, et on a préparé quelques slides dessus pour montrer voilà comment on a pu intégrer ici. C'est sur comment dire, plutôt sur l'itinéraire clinique dans l'univers médical, de pouvoir nous expliquer voilà quel était un peu le projet, quelles sont un peu les étapes et comment l'IA a pu apporter quelque chose d'intéressant, parce qu'au final c'est ça qu'on veut, c'est pas mettre de l'IA pour décorer ou dire qu'on fait de l'IA, mais apporter quelque chose d'intéressant pour le cas de figure. Alors, Decisios en 2 mots, hein, donc c'est une des spin-out d'Eonix, elle s'occupe de gestion d'itinéraire clinique. Alors c'est très transposable avec l'industrie puisque on est vraiment sur de l'organisation de process et on va faire intervenir à différents moments une action humaine ou automatique sur un process. Et donc évidemment en médical, les décisions peuvent être déjà semi-automatiques ou automatiques ou en tout cas avec une certaine analyse. Et ici c'est un projet très simple qui a été fait ici pour gagner du temps sur des parties de préparation. Alors ça on l'a tous fait avec ChatGPT, c'est brainstormer un petit peu. On l'a tous fait aussi le méta-prompt, c'est-à-dire donne-moi des prompts qui sont intéressants pour te questionner. C'est un petit peu ce qui a été fait ici. Donc là, on peut passer au slide suivant. Voilà, on définit un itinéraire clinique. Alors c'est coûteux parce que c'est du brainstorming. Brainstorming, il y a plein d'humains, il faut les réunir quand c'est des médecins s'ils sont pas toujours disponibles. Il faut itérer beaucoup. Donc là, le truc qu'on a voulu faire, c'est de dire on a vraiment besoin d'aller plus rapidement, ou en tout cas de préparer ces étapes-là automatiquement par de l'IA. Alors évidemment, il y a un gros parallèle avec le process industriel parce qu'on est sur de l'analyse qualité, on est sur de l'ISO et on est sur une technique de process mining. Alors le process mining, c'est pas une technique nouvelle spécialement, c'est pas propre à l'IA, mais c'est très fort renforcé par l'IA parce que l'IA va m'aider. Moi, on a réalisé ce projet-là, on n'est pas spécialement des experts en process mining, et mine de rien, on l'a fait assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Slide suivant. Donc, c'est vraiment une accélération des premières versions. Le but, c'est de dire, moi, ça me prend du temps. Mon process, mon itinéraire clinique, par exemple, la gestion de l'hypertension chez les personnes sur le long terme, c'est un process avec toutes des étapes. Il faut voir, il faut relancer les gens pour qu'ils prennent rendez-vous, etc. Ça, je le décris de façon textuelle. Je l'insère et je dis à OpenAI, génère-moi non pas le process tel que je l'ai décrit, mais directement mon fichier technique. Donc là, j'ai mis une petite image d'un fichier JSON, c'est le fichier purement technique, qui après va être intégré directement dans l'application. Et de là, les médecins vont intervenir en disant oui, là ils vont fine-tuner et ils vont suivre. Et donc ça permet vraiment de gagner énormément de temps sur la partie brainstorm, la partie process mining. Et alors, moi, je l'ai fait avec du texte. Ça, c'est une première partie du projet. Donc, et alors, ce qu'on a fait aussi, c'est du pur process mining. Il va dire, moi, j'ai un fichier Excel avec plein de données. Est-ce que tu peux en déduire mon itinéraire clinique à partir de ça? Et de nouveau, avec les dernières versions d'OpenAI, avec l'utilisation de certains modèles, on arrive à le produire directement et d'une façon utilisable directement dans l'application. Et de nouveau, là, on est sur des fichiers Excel qui peuvent contenir des bases de données qui peuvent contenir des millions d'enregistrements et qu'on analyse. Alors, de nouveau, c'est un renforcement d'une technique existante où nous, on a utilisé ça sans être expert en process mining. Donc là, ça permet d'aller plus vite sur la construction d'un process et, comme tu le dis, d'un chemin clinique, mais qui est transposable à l'industrie. Tout à fait, parce qu'après, on va utiliser ça comme base de travail et on va y réfléchir dessus, d'où l'intervention de l'humain dans les process. Et on voit beaucoup l'AI aussi comme un process dans le process continu de fabrication, par exemple. Or, il peut être dans les étapes de préparation de ces process-là aussi, c'est vraiment important. Alors, peut-être passer chez Julien, puis on viendra chez toi, Frédéric. Est-ce que tu as des cas comme ça à nous partager, où l'IA a pu être mis de manière vraiment intéressante, je dirais même intelligente, dans des sociétés de type industriel ou autre? Oui. Alors, on en a plein. La question est volontiers. Selon toi, sont les plus pertinents pour aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et la raison pour laquelle je dis on en a plein, c'est parce que
Donc, comme je disais, nous, on est vraiment dans une méthodologie où d'abord, on se concentre sur le problème à résoudre et puis on essaie de voir quelle est la solution adaptée. Donc, c'est sûr que ce qu'on va ici citer, ce sont juste des exemples. Mais après, en priorité, il faut vraiment s'accrocher sur la problématique fondamentale, les enjeux fondamentaux. On peut citer par exemple une interface de gestion de plaintes dans des services publics, où effectivement il y a des citoyens qui peuvent envoyer des plaintes par rapport à la collecte des déchets ou d'autres services à la collectivité, où ça arrive historiquement dans des inbox partagés dans Outlook, qui n'est pas forcément optimum d'un point de vue gestion, suivi, etc. Et là, il y a moyen de développer justement, des bots pour le coup, alors qu'on fait pas que ça, mais là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui se rapproche le plus d'un chatbot, où effectivement, il y a une interface un peu plus conversationnelle et on peut commencer à diriger des communications vers les bons départements ou déjà avoir des réponses déjà pas préfaites puisqu'elles sont générées, mais déjà des réponses très pertinentes. Ouais. Et donc là, ça améliore la qualité du service à la collectivité, ça désengorge des services de back-office et des choses comme ça. Et donc là, il y a moyen de faire pas mal de très très belles choses pour quelque chose d'assez quotidien. Et l'impact, effectivement, il est vraiment au niveau de services de support. Parce qu'évidemment, ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans ce genre de solution, c'est qu'il y a des solutions qui se rapprochent du cœur de métier des organisations. Si vous êtes dans la production métallurgique, votre process métallurgique, c'est votre cœur de métier. Maintenant, et c'est intéressant de faire un inventaire de toutes les fonctions de support, où là, effectivement, la technologie peut avoir des effets très transformationnels, mais où parfois le management ne réfléchit pas. Et on parlera peut-être aussi de Startia dans un instant, qui peut aider justement à faire un inventaire de tous ces enjeux. Donc la gestion de plaintes, typiquement, est quelque chose de très très puissant. Ce que ça m'inspire aussi par rapport à l'industrie, c'est tout ce qui est les logiques, je dirais, plus logistiques, d'optimisation justement sous contrainte, dont on parlait. Et de nouveau, on n'a pas attendu l'IA pour le faire, mais l'IA permet de faire des choses. Mais donc là, c'est super utile d'optimiser la façon dont les choses se font. Donc c'est quoi? Optimiser la production, optimiser les livraisons, les tournées? Faire plus avec moins. Ouais. Et en fait, mais j'ai un sourire en coin. Pourquoi? Parce que certains mentionnent ces projets sous l'ombrelle de la sustainability. Mais en fait, si on regarde un peu la finalité d'une mécanique opérationnelle, faire plus avec moins, c'est vieux comme le monde. Enfin, c'est vieux comme l'industrie. Et donc du coup, s'il faut optimiser des chaînes de production ou des chaînes logistiques pour diminuer une empreinte CO2, ma foi, c'est simplement placer dans la hiérarchie des contraintes le CO2 au-dessus de la distance parcourue ou du fuel consommé ou des contraintes financières. Et donc, il y a énormément de potentiel à portée de beaucoup de gens à partir du moment où on définit ce qu'on veut faire. Et donc, dans l'optimisation, le succès de l'optimisation se mesure généralement, les grands classiques des process, c'est vitesse, qualité et coût. Donc, de nouveau, c'est des considérations très, très terre à terre. Mais il est désormais possible, et ça depuis déjà quelques temps, d'optimiser ces différents types de flux logistiques pour minimiser l'impact financier, minimiser l'impact environnemental, voire même simuler effectivement à l'avance certaines opérations logistiques. Et on a travaillé par exemple sur la simulation d'un déménagement d'un centre logistique avant même que le site ne soit choisi, par exemple. De se dire, tiens, si je déménage du sud-est de Bruxelles et que je vais au nord-ouest, qu'est-ce que ça change et quel type de flux vont être impactés. Et là, les nouvelles technologies permettent de faire des simulations incroyablement plus précises et donc du coup de prendre des décisions matérielles et financières avec de lourdes conséquences de manière beaucoup plus sereine. Donc voilà, ça c'est par exemple des exemples très pertinents pour la partie plutôt logistique et hard, et on peut transposer ça évidemment à des chaînes de production dans la logique de réduction de déchets dont je parlais tout à l'heure, je pense. Et alors de nouveau dans les fonctions de support, il y a un énorme potentiel dans tout ce qui est fonction commerciale. Alors c'est pas de nouveau le dur de l'activité industrielle, mais ce que nous on constate, c'est à quel point, surtout en B2B, il y a très très peu d'attention jusqu'à présent qui est accordée au potentiel du marketing B2B, où il y a moyen de construire vraiment les fondations de ce qu'on appelle une vraie intelligence de marché. Pas juste du marketing en disant oui, je vais faire un post LinkedIn, comme on rigolait tout à l'heure avec ça, mais c'est de se dire désormais,
il faut plus une équipe de 10 personnes pour se construire une intelligence de marché, pour comprendre ce que font les concurrents, pour comprendre les grandes tendances, pour digérer les rapports annuels du top 10 du marché. Ça, c'est des choses qu'on fait dès aujourd'hui. Ingérer des rapports annuels de tout un secteur, en ressortir les insights, préparer un appel commercial avant d'appeler son client le lendemain. Eh bien, on peut construire toute une série d'agents spécialisés, comme on disait tout à l'heure. C'est pas des agents généralistes, mais c'est de dire, toi, tu vas être mon expert en market intelligence et ton rôle, c'est de t'abreuver de tout ce qui est public sur le marché. Et quand demain, j'appelle mon client, tu me donnes un peu ces cinq sujets de prédilection, les 5 sujets qui sont dans sa tête. Et là, pour finir l'exemple, construire des intelligences de marché qui vont permettre de dire à ce commercial, attention, le rapport financier de cette organisation a été publié il y a 6 mois, leur profitabilité a diminué, donc il y a fort à parier que la réduction des coûts soit une priorité chez ce client-là. Pense-y que tu l'appelles. Voilà, c'est un exemple un peu bateau pour les experts, mais c'est quelque chose de très très tangible pour des équipes commerciales et qu'il ne faut pas négliger non plus. Et est-ce que vous avez un exemple qui touche davantage au cœur du métier de la production? On a parlé tantôt avec l'analyse d'images pour éventuellement voir s'il y avait des défauts dans les pièces de production. Mais est-ce que vous avez un autre cas auquel vous pensez que vous pourriez partager? Parce que là, on a parlé beaucoup des activités support, enfin, qui sont présentes dans toutes les entreprises et y compris les industries. Évidemment, certains peut-être n'ont pas de département marketing, d'autres en ont un, mais tout le monde a sans doute un service client. Mais par rapport à plutôt lié à l'activité de production, bon, on a effleuré un peu avec l'aspect logistique, mais je sais pas s'il y a un autre cas un peu similaire à celui dont tu parlais tout à l'heure sur la qualité ou sur d'autres préoccupations d'une entreprise qui a une activité de production, et peut-être aussi en pensant, j'ai vu dans les participants, on a quelques PME, des brasseries de taille, je veux dire, de taille entre guillemets wallonne, j'imagine une 20 ou une trentaine de personnes, pas des grands groupes. Est-ce que vous avez des cas comme ça à partager? Alors nous, on a des use cases. Alors, je pense qu'il y a deux approches. On peut utiliser l'IA, ou les technologies du numérique au sens plus large, vraiment à 2 destinations. Il y a d'une part la destination qui est comment travailler sur ses process internes, et il y a d'autre part la destination comment offrir des nouveaux produits ou services à mes clients ou mes utilisateurs. Et dans cette deuxième dynamique, là je peux évoquer quelque chose qui se généralise un peu. On a un certain nombre de clients qui sont des entreprises qui font de la transformation. Donc je ne vais pas citer directement tous les détails, mais ça veut dire que sur base d'éléments, ils vont créer de la valeur ajoutée, et ils ont donc des installateurs, donc, par exemple dans le domaine du bâtiment, qui vont utiliser ça. Et donc on peut utiliser les techniques d'IA pour faire des outils qui vont faciliter le travail de nos clients intermédiaires, donc par exemple dans la réalisation de devis. Donc, comment simplifier dans le bâtiment la création de devis. Et donc ça c'est assez intéressant parce que on amène des nouveaux outils à nos utilisateurs qui sont les installateurs par exemple, et donc on se crée une position en tant qu'offreur de service, une position concurrentielle. Donc là donc on crée une position concurrentielle en offrant des outils qui utilisent ces technologies d'IA pour simplifier des tâches du quotidien de ces utilisateurs. Et là il y a aussi un deuxième effet économique qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on fait ce travail pour plusieurs personnes. Si chaque installateur devait lui-même se créer son outil d'IA, il faut refaire le travail. Quand quelqu'un qui se trouve à une position un peu plus haute, je dirais, parce que c'est un distributeur de matériaux, par exemple, ou de matériaux transformés, eh bien, il va pouvoir en fait faire un effet de masse, et donc va pouvoir aussi consacrer plus de budget et d'énergie dans la création d'un outil qui sera vraiment sophistiqué. On parlait brasserie, mais là, je pense qu'il y a un vrai use case sur. Alors c'est pas strictement parlant du process mining, c'est plutôt du data analysis. Ça, c'est important aussi en termes de qualité. Si on veut, en général, on produit beaucoup de données aujourd'hui, et si on a des données numériques qui arrivent dans le processus, il faut aussi pouvoir les analyser. Et là, l'IA peut simplement analyser des données existantes pour repérer des tendances, des seuils d'alerte. Peut-être pour là où un système expert ou un humain a son expérience, parce que ça fait 20 ans qu'il connaît son process, l'IA pourrait assister et aider dans ces process-là. Donc je pense qu'en termes d'analyse qualité, c'est vraiment important. On travaille pour des laboratoires notamment, de voir à quel moment ça dérive ou des choses comme ça, repérer. Et donc concrètement, l'IA va se nourrir des données qui sont collectées, par exemple sur des capteurs, température, et autres qui sont des données liées à la production.
va pouvoir analyser les données et peut-être, si je comprends bien ce que tu disais, tirer une alerte, corriger peut-être. Parce qu'on a des cas, par exemple, dans des laboratoires où il y avait un équipement qui est tout d'un coup est défaillant et en fait on ne le voit pas parce qu'il y a un biais constant pour une raison X ou Y et les experts le voient pas tout de suite. Et de là, avec l'analyse d'IA, on peut le voir par comparaison et par des techniques. Enfin, c'est beaucoup de calculs, ouais. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça pour ces cas-là, vraiment d'analyse données et repérer des défauts et des incidents de qualité finalement avant qu'ils se produisent. Là, on parle de maintenance et on peut aussi utiliser l'IA dans le domaine de l'industrie par rapport à tout ce qui est régulation. Si on a des process qui sont compliqués à réguler pour lesquels on ne peut pas formaliser un modèle, il y a toutes les techniques d'IA qui s'appellent le reinforcement learning, c'est-à-dire en fait c'est l'apprentissage par essai-erreur. Un peu comme va le faire un enfant. Donc un enfant au début, il ne sait pas ce qui est bien, ce qu'il peut faire ou pas, il va évoluer, puis ses parents vont le féliciter ou bien vont le punir. Et c'est vraiment le même mécanisme qui s'applique à certaines catégories d'algorithmes dans lesquels on va donner en fonction du résultat une récompense ou une pénalité. Et l'algorithme va essayer de comprendre lui-même dans quelle direction il doit aller. Et donc, on peut utiliser ce genre d'algorithme dans des régulations de process, que ce soit de la culture de bactéries, enfin, voilà, différentes choses. On évoquait la bière, etc. Voilà, il y a différents domaines. Donc ça, c'est une autre classe d'algorithmes qui peut être utilisée. On rentre dans des algorithmes qui existent déjà depuis un peu plus longtemps, qui sont plus ceux qui sont phares, le ChatGPT dont on a évoqué tout à l'heure, mais qui ont encore vraiment aussi toutes des applications et des utilités. Alors Frédéric, tu nous as amené aussi un cas qui était particulièrement intéressant. Alors, oui, moi j'ai choisi un use case. Je me suis dit que nos webinautes avaient envie de savoir comment on faisait et par où on commence, parce que je pense qu'au final… Voilà, c'est vrai que c'est une vraie question. Et justement, pour rentrer un peu dans la troisième phase de ce webinaire, de se dire par où on commence et aussi quelles sont les aides. On aime bien, surtout quand il y a des projets comme ça un peu innovants, risqués, avoir une aide, un accompagnement, enfin qu'elle soit financière ou un accompagnement. Et donc, c'est ça que tu vas nous présenter à travers ton cas. Et n'hésitez pas, Julien et Bruno, à réagir aussi par rapport aux aides disponibles. Oui, ce use case, c'est un peu un cas d'école parce qu'il est passé par les différentes étapes du processus. Alors, je vais tout d'abord dire un mot sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fait aujourd'hui, et puis après, j'expliquerai comment on est arrivé à cette idée. Donc, en fait, ici, il s'agit d'un assistant qui va accompagner les aides-soignants en maison de repos, ou également les résidents en maison de repos. Et donc, l'objectif, c'est de faire gagner du temps pour que les aides-soignants, qui ont un temps délimité en fonction du cadre des maisons de repos, puissent passer plus de temps de qualité avec les résidents. Donc, c'est-à-dire, si on les décharge de tâches administratives, ils vont pouvoir passer du temps de qualité à faire d'autres choses et au bénéfice des résidents. Et il y avait aussi toutes ces dynamiques de choses qu'on n'a pas le temps de faire en maison de repos. Par exemple, on va parler d'anamnèse. L'anamnèse, c'est l'enquête qui est faite quand quelqu'un rentre en début de séjour. L'idée, c'est que si on peut suivre cette anamnèse de manière régulière, en fait, on peut détecter des évolutions dans le comportement et donc on peut prolonger l'autonomie de l'adulte âgé. Donc voilà, donc c'est vraiment dans cette idée d'arriver à améliorer le confort à la fois des prestataires de services et des bénéficiaires de ces services. Donc là, on arrive sur une application qui va être un assistant vocal, avec un support visuel également qui va permettre à l'aide-soignant d'interagir avec le système. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à là? Parce qu'en fait, ça, on peut passer sur le slide suivant. C'est au départ, en fait, vraiment une chouette histoire industrielle puisque on est parti d'un porteur de projet qui était impliqué dans ce domaine des soins aux adultes âgés, qui n'avait pas de structure. Et aujourd'hui, il y a une entreprise qui a dégagé des financements, etc. Donc, on a vraiment une success story à ce niveau-là. Et alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'au début, cet entrepreneur, il vient, il dit, voilà, moi, je suis dans ce domaine, je sens qu'il y a quelque chose à faire, j'ai entendu parler de l'IA, etc., mais je ne sais pas concrètement ce que ça peut apporter, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et donc, là, on l'a orienté vers le processus StartIA. Le StartIA, c'est un processus qui est né il y a environ 4-5 ans, quand plusieurs acteurs, donc notamment on a travaillé avec l'Infopol et d'autres prestataires de sociétés comme nous. Nous, on était une société qui crée des solutions innovantes, on développe des solutions qui traitent la donnée. Et j'étais parti sur le constat de se dire, mais en fait, aujourd'hui, on parle de l'IA, déjà il y a 4-5 ans, on en parlait beaucoup à la radio, mais personne concrètement, dans nos clients, dans nos PME, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, il manque des dispositifs pour accompagner dès les débuts ces mécanismes par rapport à des mécanismes qui existent déjà en région wallonne, parce qu'il y avait déjà des dispositifs pour accompagner les développements de nouvelles solutions. Mais il manquait quelque chose pour vraiment créer l'émergence des idées. Et c'est ça que vient répondre le StartIA. Donc le StartIA, c'est une mission de relativement courte durée, on va parler de 4 à 5 jours, pendant laquelle un expert IA va
s'immerger dans le métier ou dans l'environnement, dans le contexte d'un métier, d'un domaine, et alors chaque expert le fait de manière différente. Nous, on travaille par des séances de créativité, on va rassembler un certain nombre de personnes qui sont clés dans le métier. Donc ça peut être, donc, si je prends cet exemple des maisons de repos, il y avait cet entrepreneur, il y avait des infirmières de maisons de repos, il y avait des gestionnaires de maisons de repos. Donc voilà, on peut avoir un commercial, des gens en ligne de production dans l'industrie, etc. On rassemble tout ça. Et on va, au travers de séances de créativité, arriver à faire émerger, par exemple, les petits cailloux, les différentes problématiques, pour arriver à trouver des idées qui vont apporter un impact business dans le métier. Une fois que l'émergence de ces idées est aboutie, on va passer un peu en off et faire une analyse des technologies qui existent et qui peuvent répondre à ces besoins. Et l'objectif final de cette mission, c'est d'arriver à mettre en fait en relation, d'une part, donc pour les idées qui ont émergé, quel est leur impact business et quelle est leur faisabilité d'intégration. Et évidemment, si on a quelque chose qui apporte un grand impact business avec une faisabilité relativement bonne, eh bien, c'est le quick win par lequel on peut démarrer. Donc, sur base de ça, ça c'est la première étape. Donc, il y a des idées qui émergent. L'étape qui suit, c'est de se poser la question, l'IA, on sait qu'elle se nourrit des données. Donc, est-ce que l'on a accès aux données ? Est-ce que on pourra les structurer? Est-ce que il y a peut-être déjà tout un travail de préparation à faire? Peut-être que l'entreprise est déjà mature, mais là, chaque entreprise a son degré de maturité qui lui est propre. Et donc, ou bien l'entreprise est déjà prête et a toutes les données structurées parce qu'elle a déjà des ERP, parce qu'elle a déjà des données de production et autres qui sont disponibles, et là, on peut avancer. Ou bien, c'est pas le cas, et il va falloir structurer tout ça, travailler aux données, à l'adoptabilité, etc. Et donc, ça peut se faire au travers de chèques maturité numérique, qui sont un dispositif classique qui existe pour toute une série de domaines en région wallonne, mais il y en a un qui existe pour la transformation numérique. Ensuite, se lancer directement dans un développement d'un nouveau produit comme c'est ici, c'est peut-être un peu risqué, parce qu'en IA, c'est vrai que dans les techniques, alors les outils qui deviennent disponibles font que le risque se réduit. Donc ça, je veux dire, aujourd'hui, on a de plus en plus de boîtes à outils, ça devient plus facile, mais il y a quand même des thématiques où le risque de savoir est-ce que je vais arriver à lever des fonds, il faut arriver à convaincre, comment est-ce que je vais faire ça. Et donc, il y a un deuxième dispositif spécifique à l'intelligence artificielle qui a été créé, qui est géré par Digital One for AI, qui est le tremplin IA. Le tremplin IA, c'est vraiment l'opportunité de réaliser un proof of concept, c'est-à-dire sur base des idées et des données que l'on a collectées, est-ce que l'on arrive à créer quelque chose, un démonstrateur, un proof of concept que l'on va pouvoir valider auprès des gens du terrain. Et donc, dans le cas ici de ce projet Can-Do, le proof of concept, c'était en fait la réalisation d'un chatbot interactif, déjà avec cette composante visuelle, qui a pu être validé en maison de repos auprès des utilisateurs. Alors, c'était loin d'être un produit fini, mais ça a pu démontrer plusieurs choses. Ça a pu d'abord valider l'adoptabilité par le marché d'un tel produit. Est-ce qu'on l'accepte dans la chambre des résidents? Est-ce qu'il y a d'autres contraintes, etc. Est-ce que les utilisateurs vont être enthousiastes ou pas? Et ça permet aussi d'avoir quelque chose à démontrer qui, dans ce cas-ci, a permis de lever des fonds, puisqu'ensuite, il y a eu donc un partenariat public-privé qui a permis donc de dégager des fonds et, au travers d'une avance récupérable, plus d'avances d'investisseurs, d'aller vraiment dans la réalisation et la concrétisation d'un produit. Et voilà, donc pour l'instant, ce projet, il est dans cette phase de R&D, donc il n'est pas encore sur le marché, mais il le sera très prochainement. Et cette séquence d'étapes a vraiment permis à la fois d'arriver à un produit qui est abouti et à un produit qui est dérisqué. Et en plus, dans un environnement de soins, et donc on avec sait qu'il y a des contraintes, etc. Oui, donc c'était vraiment important important de pouvoir justement ne pas avancer trop et pouvoir prendre des risques et découper, phaser le projet comme ça également. Ouais, mais ça, je pense que c'est un aspect qui est vraiment important dans comment se lancer dans un premier projet où il faut pas dire moi je veux l'IA partout et voilà je lance des projets dans tous les sens. Il faut effectivement phaser très fort et avoir des proof of concept, de prouver que finalement c'est un outil, c'est un outil qui a ses risques et ses utilisations, de prouver que c'est utile et que ça remplit l'objectif par des POC, par des petites choses finalement qui montrent que c'est utile avant de se lancer dans des gros projets d'adoption. Voilà. Il faut scinder les deux, il faut pas se lancer dans des gros projets immédiatement par rapport à l'IA. Ça c'est clair dans les use cases qu'on a vus. Faut y aller un peu par petites étapes progressives, quoi. Et quand on soulève des questions comme ça, il y en a très souvent des questions qu'on va résoudre par des simples techniques numériques. Donc, il ne faut pas toujours vouloir sortir le bazooka avec l'IA et la grosse boîte noire. Il y a parfois déjà dans vos process, dans vos produits, dans vos services, un tas de choses qui peuvent être implémentées par du numérique tout à fait classique. Donc voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut faire les choses et mettre en énergie en fonction des priorités et des objectifs stratégiques de l'entreprise.
Donc beaucoup d'analyse, de compréhension, et essayer de découper quelque part en petits problèmes peut-être le gros problème, pour pouvoir agir d'abord sur ceux où le ROI est le plus important. Alors soit parce que c'est un gros problème, ou soit parce que le résoudre avec une solution numérique, qu'elle soit IA ou non d'ailleurs, va être le plus facile, plutôt que d'essayer de gérer des cas peut-être très difficiles où les développements IA ou numériques sont vraiment très, très onéreux, et ça ne va pas apporter une valeur importante, en tout cas à court terme. Ce qui est intéressant aussi dans ce dispositif, notamment la mission Startia, c'est que c'est l'occasion de prendre le temps de se poser et de réfléchir. En tant qu'entrepreneur, entreprise, on est toujours dans le guidon, quotidien, on avance, il y a plein de choses. Et là, c'est vraiment des moments où on rassemble autour de la table les différents métiers de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Et donc, on se donne un moment, on le fait, on est accompagné, et de là naissent vraiment des idées en général très, très intéressantes. Il faut effectivement se donner le temps, donc, effectivement, pour surenchérir sur Startia et Tremplin IA. Startia est une super opportunité justement pour partir d'une page blanche, et les experts externes ont cet avantage de effectivement prendre ce recul. On aime bien commencer par ces sessions de réflexion par une boutade en disant c'est moitié liste de Saint-Nicolas, moitié psychanalyse. Donc vous pouvez vider votre sac, dites-nous ce qui va pas, projetez-vous dans un monde parfait. On va pas vous survendre les choses, mais au moins c'est une opportunité pour remettre les choses à plat. Commencer. Tu parlais effectivement d'une réflexion impact-effort par rapport à toute une série de pistes. C'est évidemment quelque chose qu'on préconise également, et on est très très souvent surpris de l'absence de cette réflexion avant qu'on commence. Et donc une des questions, c'est OK, où est-ce que vous centralisez vos idées, où est-ce que vous centralisez vos besoins? Ah ben on le fait pas. Et là on se retrouve dans une situation où on dit on va commencer ensemble, mais surtout de grâce continuer quand on est parti, parce que de maintenir cette dynamique et une liste ce qu'on appelle un backlog d'idées, un backlog de projets, quelque chose qui doit être vivant dans une organisation et qui ne doit pas s'arrêter et ramasser la poussière sous forme de PowerPoint, mais doit au contraire continuer à survivre. Et donc on insiste vraiment pour que cette réflexion continue. Donc ça, c'est du côté Startia, c'est effectivement un petit ballon d'oxygène qui est vraiment incroyablement bénéfique pour celles et ceux qui l'utilisent. Et pour la partie Tremplin IA, c'est très important selon nous de bien cadrer ces projets. Et donc effectivement, il faut faire attention à l'objectif d'un Tremplin IA, c'est de dérisquer des idées. Et donc c'est très important de garder une ouverture d'esprit par rapport à ce type d'initiative. Alors généralement, évidemment, on prend les précautions d'usage, mais c'est très très important, une phase où il y a encore des inconnus. Et ça, je pense que ce mécanisme est super utile justement pour dérisquer à la fin d'un processus Tremplin IA. Mais il faut faire attention à pas nécessairement dérisquer avant le processus Tremplin IA, sinon on se perd peut-être, on ferme des portes d'expérimentation et de découverte qui pourraient être là transformationnelles. Parce que de manière très sommaire, la façon dont nous on catégorise un peu les types d'erreurs à ne pas commettre, c'est l'erreur numéro 1, c'est de pas investir dans le digital. C'est de s'imaginer que c'est que du bullshit, machin. Donc, ok, super, mais ça, c'est pas super, selon nous, c'est pas un super bon pari pour l'avenir d'ignorer le fait qu'il y a l'innovation. L'autre extrême, c'est parfois de surinvestir dans des choses qui sont pas forcément clés ou hyper impactantes. Et ça, c'est parfois le risque aujourd'hui avec le Gen AI. C'est très très bien, il y a des très très bons débouchés, mais c'est pas parce que le Gen AI arrive que le reste de la technologie devient tout d'un coup obsolète. Et donc, il faut faire attention aux effets parfois de hier apportés par les nouvelles technologies. Et donc ça, c'est le surinvestissement. Donc là, c'est ce que Frédéric disait tout à l'heure. Il y a peut-être moyen de résoudre des problèmes qu'on a aujourd'hui, pas en investissant dans des solutions AI coûteuses ou complexes à mettre en place, parce que voilà, il y a une part d'incertitude aujourd'hui, mais avec des outils existants qui sont parfois même peut-être déjà accessibles parce que compris dans une suite ou autre que l'entreprise a, et voilà. Complètement. Mais la troisième chose, et ça c'est quelque chose qui est plus pernicieux, et c'est pour ça que je pense que c'est important que je m'y attarde quelques secondes, c'est de mal investir dans sa recherche et développement, de sous-investir, de tirer les mauvaises conclusions d'expériences qu'on a fait mais qui n'ont pas forcément été bien cadrées. Et ça c'est dangereux parce qu'effectivement, si quelqu'un nous dit oui mais bon, vous êtes gentil, mais moi j'ai essayé ChatGPT et ça n'a pas marché, donc je jette le bébé avec l'eau du bain. En fait, c'est la forme la plus pernicieuse pour moi de réflexion sur le digital, parce qu'en fait,
c'est quelque chose qui a été mal cadré. Et c'est là nos gros points d'intention quand on échange avec nos clients, c'est vraiment de se dire, OK, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette expérience qui marche ou qui marche moins bien, mais c'est surtout quelles sont les choses qu'on peut généraliser en termes de connaissances de l'entreprise et qu'on ne fera plus jamais. Quelles sont les choses qui disent, OK, ben la prochaine fois, on va s'y prendre différemment pour avoir des résultats différents. Ouais. Donc, c'est la culture de l'expérimentation, de l'apprentissage validé. C'est du Lean Startup. Hein, de nouveau, c'est pas nouveau. Mais là où c'est encore plus nécessaire aujourd'hui, peut-être avec les technologies qui avancent vite et aussi le monde qui est changeant de manière générale. Il faut se réinventer. Ce qui était valable il y a 3 mois ne l'est plus aujourd'hui. Donc, ça bouge vraiment très, très vite. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas rester endormi. Il faut rester ouvert. Pas se jeter tête baissée dans tout, mais je pense qu'il faut garder vraiment une ouverture. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les entreprises qui ne font pas le passage auront des difficultés parce que c'est une thématique qui est vraiment importante. Ouais, très présente. Ouais. Et pour boucler la boucle, c'est important quand vous brainstormez sur un Startia ou des choses comme ça, de demander à ChatGPT aussi comment il peut vous aider, comment l'IA peut vous aider, parce que c'est un outil de brainstorm en tant que tel aussi qui est intéressant pour ouvrir des pistes au moins. Utiliser que précaution, pas lui donner tous les secrets. Bien sûr. Alors, le risque que tous les concurrents obtiennent les mêmes réponses et que tout le monde s'engouffre dans la même direction. Voilà, si on veut se différencier, il faut peut-être... Il faut poser les bonnes questions, ça c'est très important. Alors justement, peut-être pour poursuivre l'état des lieux sur les différentes solutions, on va dire, ou dispositifs d'accompagnement qu'il existe, je vais peut-être faire un petit focus sur le slide ici. Donc, bon, il est clair qu'il y a une série d'aides qui existent pour aider les entreprises justement dans cette démarche. Et on a vu, Frédéric, on a déjà passé en revue, en tout cas, on a vu un peu les noms sur le slide 4. Peut-être juste pour mettre le focus. Donc ici, on s'inscrit, on a beaucoup parlé d'IA, mais on est aussi dans un programme qui aide les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses ou très grosses, qui font de la transformation, donc qui sont dans le secteur industriel, qui transforment de la matière. Ce programme a pour but de les inviter quelque part à prendre une trajectoire d'industrie 4.0, hein, donc c'est de pouvoir réfléchir sur ces pratiques, d'intégrer de la technologie, que ce soit de l'IA, mais ça peut être aussi d'autres technologies numériques et d'autres manières aussi de concevoir l'entreprise. Et donc pour toutes ces entreprises-là, et donc beaucoup qui nous suivent sont dans cette catégorie-là, donc dès qu'il y a une activité de transformation, vous pouvez disposer d'un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement et la méthodologie Made Different, où un peu comme c'était dit, donc c'est pas se lancer directement dans on va installer un nouvel ERP, on va changer quelque chose, mais justement de prendre le temps de la réflexion. Donc comme vous voyez sur le slide, partir de la réflexion pour aller jusqu'à quelque part à la mise en œuvre à un moment donné de nouvelles solutions, de nouvelles manières de faire, et de pouvoir aussi assurer ça dans le temps. Et donc il y a la phase de sensibilisation quelque part dans laquelle on est, mais il y a d'autres outils comme je vais citer brièvement le DigiScore, mais aussi toute une méthodologie qui peut être mise en place avec un expert qui vient dans l'entreprise. C'est un accompagnement de 10 jours qui est financé par la région, et donc où là l'expert va pouvoir justement faire un peu ce scan, cet audit, cet inventaire des différents problèmes de l'entreprise, mais vraiment au sens large, et va pouvoir identifier quelles sont les méthodes, les outils, les technologies qui peuvent répondre à ces besoins. Alors là, on n'est pas comme tout à l'heure dans ce que Frédéric a dit, uniquement centré sur de l'IA, mais c'est vraiment quelque part un audit un peu complet des problématiques de l'entreprise. Et donc ce dispositif Made Different existe, il est accessible donc aux entreprises industrielles, et il est piloté par notamment Ciris, CETIC, le pôle médiathèque aussi, qui peuvent faire ce genre d'accompagnement. Donc si ce genre d'accompagnement peut vous intéresser, donc de pouvoir vraiment faire un scan complet de l'entreprise, enfin quand je dis complet, en tout cas un scan assez approfondi, hein, ce n'est jamais que entre guillemets 10 jours, notamment par exemple pour trouver des nouvelles solutions, des nouvelles manières de produire, que ce soit en mettant peut-être de l'automatisation, du numérique, évidemment souvent c'est des combinaisons, ou en changeant parfois des dispositifs et de l'organisation en interne. Mais ça permet de faire déjà une bonne première analyse et de dégager vraiment des solutions, et voire même aller jusqu'à aussi challenger différentes solutions. Donc ça c'est un premier volet. Alors ensuite il y a
un tas d'autres dispositifs qui existent et on a un petit slide pour vous les présenter. Et de nouveau, ça va soit on est plutôt dans une phase de réflexion, d'exploration, de cartographie un peu des problèmes, des besoins, des envies, jusqu'à quelque part la mise en œuvre des solutions. Alors pour ça, on en a déjà parlé. Il y a par exemple le dispositif Startia, donc qui est un peu cette étape enfin c'est pas un peu, c'est complètement ce que Frédéric a expliqué, où on va faire un peu un scan de l'entreprise, de voir quel est son environnement et de voir comment l'IA peut aider ou non à répondre à certains enjeux. Donc ça, c'est un dispositif qui est accessible, qui est toujours accessible actuellement pour les entreprises. C'est un dispositif qui est financé à hauteur de 70%, donc c'est quand même une aide significative pour pouvoir se lancer dans une réflexion sur l'IA et voir s'il y a un intérêt de mettre de l'IA dans l'entreprise. Ensuite, si on parle de manière toujours plus spécifique sur l'IA, il y a le dispositif Tremplin IA, donc comme c'était évoqué. Donc là, ça permet de financer concrètement la réalisation d'un POC, donc évidemment dans un environnement limité. De nouveau, un financement de 70%, financement qui peut aller jusqu'à 28 000 €. Donc là, il y a quand même aussi quand même une belle quantité de jours qui peuvent être consacrés par un expert pour mettre en œuvre une solution IA, en tout cas un POC d'une solution IA dans l'entreprise. Malheureusement, pour le moment, donc l'appel à projet Tremplin IA n'est plus accessible pour les entreprises. Il faudra attendre sans doute la deuxième partie de 2024 et plutôt, à mon avis, septembre, octobre. Je m'avance peut-être un peu. En tout cas, c'est les prévisions qu'on fait pour qu'il soit à nouveau accessible. Mais ça vaut la peine peut-être si vous avez des projets d'IA, de commencer par le start, justement pour être prêt dans quelques mois à faire ce projet Tremplin IA. Alors après, il y a les chèques entreprises. Frédéric, il y a plusieurs chèques entreprises qui concernent notamment le numérique, mais pas que. Et donc Frédéric a exposé celui sur c'était celui sur la maturité numérique, voilà, pour ne pas mélanger. Donc ils sont accessibles aussi aux entreprises, voilà, pour pouvoir creuser ces questions. Mais il y en a d'autres aussi sur la croissance, etc., etc. Et alors après, si on veut aller encore plus loin ou si on a des défis, des challenges peut-être aussi encore peut-être plus gros, plus conséquent, où il existe tout ce qui est projet de pôle. Donc là, on est plutôt dans du développement de solutions, recherche-développement. Donc voilà, c'est aussi pour le citer. Donc évidemment, c'est des projets parfois un peu plus gros avec un consortium de partenaires. Donc voilà, ça concerne peut-être potentiellement c'est accessible à tout le monde, mais peut-être c'est une taille peut-être un peu plus grosse d'entreprise, bien qu'il y a des entreprises, des PME qui en bénéficient. Et alors après, il s'agit de mettre en œuvre, parfois de transformer le POC comment dire, le mettre vraiment en œuvre, en production dans l'entreprise. Et là, pour ça, on peut également bénéficier, alors là plutôt c'est du financement, soit par prêt, soit par investissement. Enfin voilà, il y a différentes formes auprès de Wallonie Entreprendre, et notamment ils ont des produits spécifiques pour le numérique pour pouvoir financer par exemple la mise en place d'une solution IA, d'un nouvel ERP, pour donner quelques exemples. Mais là, c'est une aide pour pouvoir financer, et il y a même des dispositifs qui sont assez automatiques. À partir du moment où la banque, par exemple, a donné son accord sur une ligne de crédit, Wallonie Entreprendre, avec ce dispositif, va compléter le financement. Et alors peut-être précision aussi, parce que c'est un point important, pour le dispositif, par exemple Startia, les formalités à remplir sont très simples. Un petit formulaire qui prend quelques minutes. Bon, il faut avoir un peu réfléchi un peu avant, mais pour le compléter, c'est un formulaire en ligne. Quelques minutes, je crois que c'est 10-15 minutes pour compléter le formulaire. Et les décisions sont relativement rapides et ça peut commencer assez vite. Donc c'est très souple, très accessible pour n'importe quelle entreprise, qu'elle soit toute petite de quelques personnes à des entreprises de taille plus grosse. Et donc ça, c'est pas mal aussi comme outil pour nos PME. Juste un point sur les projets de recherche, parce qu'avec les pôles de compétitivité en Wallonie, c'est important de contacter les universités, parce que les universités sont souvent partie prenante dans les projets de recherche et ils ont souvent d'excellentes idées. Donc j'invite les PME, les entreprises à contacter aussi les universités pour rentrer dans le train et prendre le train en marche pour ces projets de recherche-là. D'accord. Bon, donc on les invite. Et peut-être donc là, on vous a fait un bref aperçu en quelques minutes du panorama des aides. Il existe aussi tous les acteurs économiques comme les CEI, donc par exemple le BEP, YTech, Eclo, etc., qui peuvent aussi vous aider dans ce cheminement. C'est important de le dire. Et alors, aussi dernière chose, si vous voulez plus d'informations, on va vous donner les différents lieux de contact sur ces différentes aides. Et pour une information peut-être et un guidage
plus précis en fonction de votre cas de figure, c'est-à-dire de votre entreprise, de vos besoins, de ce que vous souhaitez travailler, n'hésitez pas à nous contacter au niveau de l'Infopôle. On pourra vous aider vers le bon dispositif pour faciliter justement le passage à l'action, parce que ça, c'est très important de passer à l'action. Alors, on arrive tout doucement à la conclusion de ce webinaire. J'ai envie de vous poser peut-être une dernière question, s'il y a encore un petit conseil à partager. Et alors aussi de demander si vous étiez demain, on sait que c'est bientôt les élections, ministre de l'économie / du numérique, quel serait un peu soit votre souhait ou votre mesure que vous mettriez en place ou pour renforcer une mesure existante, justement pour aider les entreprises dans cette transformation numérique et notamment en intégrant l'IA. Et comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, il n'y a pas que l'IA, même si c'est un élément important auquel il faut à minima s'intéresser. Alors, je vais commencer peut-être par toi, Bruno. Alors, je l'avais dit au ministre Borsu récemment, justement, pour renforcer le secteur numérique en Wallonie, je pense que ce qui est important, et c'est en lien avec l'IA, mais pas que, c'est vraiment de renforcer l'aspect start-up et de créer une start-up valley, un peu comme la French Tech en Wallonie, et qui couvre un peu tous les besoins. Parce qu'aujourd'hui, on a de l'accompagnement sur des premiers financements, on a certaines étapes de valorisation qui sont encore à construire, et alors aussi les premiers clients, parce que c'est pas le tout d'avoir du financement et de lancer sa start-up, il faut de la mise en relation avec les clients. Et pour tout ça, il y a un écosystème à construire, et je pense que ce serait une des premières choses que je ferais en tant que ministre, de vraiment construire cet écosystème. Ça marche à l'étranger, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Wallonie, vu le niveau de compétences qu'on a dans la région. Donc, développer l'écosystème des startups. Tout à fait. Voilà la mesure du futur ministre de l'économie du numérique. Frédéric Alors, je trouve l'idée intéressante, je vais en apporter une autre. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur la formation des jeunes, l'éducation. Donc, je pense qu'au niveau de l'école, et ça passe peut-être par la formation des profs, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ils sont tous utilisateurs aujourd'hui, ça leur paraît naturel, mais il y a une différence entre utilisateurs et puis après vraiment mettre ça en œuvre. Donc, je pense que voilà, le soutien dans la formation au niveau des jeunes et maintenir les initiatives telles que Startia Tremplin IA, parce qu'en fait, on le voit sur les chiffres, il y a vraiment, ça a eu beaucoup de succès, ça a permis beaucoup de success stories, etc. Donc, surtout de pouvoir continuer sur cette dynamique. Ce sont des budgets qui ne sont pas très, très élevés au niveau de la région et qui ont un effet bras de levier vraiment important. Julien, donc moi, première observation à toutes les personnes dans l'assistance qui nous écoutent, c'est de jamais perdre de vue les objectifs stratégiques de leur organisation. Les problèmes entre guillemets qu'on a eu dans certains projets venaient généralement d'un manque de clarté sur les objectifs d'un projet, rarement sur la faisabilité technique. Et donc au plus une organisation sait où elle va, connaît ses enjeux, au plus il sera facile d'y accrocher des missions digitales et des projets digitaux impactants. Mais donc, sans vision claire sur où va une organisation, c'est très difficile de construire du digital. Et l'autre chose, je rejoins sur la partie formation, surtout aujourd'hui avec des environnements cloud et connus, avec les grands acteurs. Je suis très, très, très souvent surpris à quel point il y a une méconnaissance du possible. Et donc, on a parfois des discussions où il y a une perception de ce qui est faisable techniquement qui date d'il y a 6 à 8 ans. Et donc, des personnes, encore aujourd'hui, découvrent « Ah oui, il y a moyen de faire de la computer vision, il y a moyen de faire de l'analyse de sentiments. » Et en fait, ça fait des années que ça existe. Et on explique que oui, et non seulement ça existe depuis des années, mais c'est déjà disponible dans des systèmes qui ont pignon sur rue, qui sont déjà accessibles au département IT des boîtes depuis des années. Et donc, j'ai envie de dire, ça fait un peu nos affaires, mais ça ne doit pas. Et donc là, il y a beaucoup à gagner pour les organisations à se former, de pas forcément devenir un expert, de pas nécessairement devenir un expert immédiatement, mais d'être sensibilisé au champ des possibles. Et ça, c'est un petit pas pour une organisation de sensibiliser tout le monde au champ des possibles et un énorme impact
parce qu'ils auront des discussions bien plus fructueuses avec des experts qu'ils appelleront pour faire leur projet. C'est ça que je voulais dire, désolé. Donc voilà, avec une petite citation, un petit pas pour l'organisation et Voilà. un énorme impact pour l'entreprise. Voilà, donc merci tous les trois pour vos interventions, vos partages, vos réflexions et tous vos bons conseils que vous avez pu prodiguer à nos webinotes, comme je me fais plaisir à les appeler. Donc merci Bruno de chez Eonix, merci Frédéric de chez Telis et merci Julien de chez Agility. Merci. Comme on l'a dit, vous retrouverez les coordonnées dans les slides et dans l'email qu'on vous partagera. Merci aussi à nos différents partenaires de ce programme Industrie du Futur et notamment merci à Adrien et Technofuturtique pour la mise en onde, la mise en lumière et tous les aspects techniques de ce webinaire. Et c'est ici dans ce fabuleux studio qui nous accueille. Merci à eux, merci à lui. Merci aussi à l'ensemble des partenaires du consortium IDF et en particulier pour cet aspect d'aujourd'hui, notamment les différents CEI qui relayent nos actions et à qui on fait des actions de manière régulière pour ce programme. Je rappelle aussi que ce webinaire était rendu possible grâce au soutien de la région, en particulier le programme Industrie du Futur. Donc, il faut savoir que la région finance ces actions, ces réalisations, et c'est dans le cadre du plan de relance dont on a beaucoup entendu parler. Mais donc là, c'est une des actions concrètes, donc de pouvoir amener les entreprises à être sensibilisées, et puis après, on l'espère, de passer à l'action avec les dispositifs dont on a déjà parlé. Et alors aussi un merci tout spécial à mes collègues, en particulier Yannick, Maude et Mathias, qui ont collaboré de différentes manières pour rendre possible ce webinaire. Moi, j'étais juste là aujourd'hui pour l'animer, mais c'est eux qui ont fait beaucoup de travail en amont. Merci à eux, merci à tous les trois. N'oubliez pas de checker votre boîte email pour recevoir les vidéos, les slides, les liens et de remplir aussi le petit formulaire d'évaluation. Ça nous permet d'avoir un retour pour pouvoir améliorer les prochains, voir aussi quelles sont éventuellement des attentes que vous avez. N'hésitez pas à nous les partager. On est ouvert. Ce programme donc d'Industrie Future, nous on a un projet jusqu'au 30 septembre. Donc il y aura d'autres actions en septembre pour vous sensibiliser à ces thématiques de l'industrie du futur, à ces thématiques numériques et de pouvoir, comme on l'a fait aujourd'hui, amener des experts qui vous partagent leur expérience et les use cases. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, sur notre newsletter pour justement être tenu au courant de ces initiatives. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à en parler à vos amis, à leur forwarder ce webinaire. Et je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente après-midi et à bientôt.